Il avait 100 000 euros chez un concurrent et on a fait juste une simple projection. Au bout de 30 ans, il aura un capital d'à peu près 700 000 euros. On fait la même chose, on prend les 100 000 euros, on les met sur un contrat beaucoup plus adapté. À 10%, on arrive à 1,3 million à peu près. Il faut savoir qu'à 3% de frais, si on investit sur 25 ans, 3% de frais, ça prend 50% des intérêts qu'on aurait pu générer. Il faut savoir que ça coûte rien et c'est des frais qu'on va pouvoir économiser assez facilement en changeant juste de banque par exemple. C'est quelque chose qui se fait de façon assez rapide et assez simple. Aujourd'hui, tout est automatisé. Petite anecdote d'ailleurs, j'ai un ami qui travaillait en banque qui avait reçu un client. Il lui avait proposé des investissements type produits structurés. Il s'avère que le client en face, c'était la personne qui structurait les produits structurés. Elle a répondu à mon ami: votre produit structuré, non merci, c'est moi qui l'ai fait, donc je sais de quoi ils sont composés et je ne mettrai pas un euro dessus. Comment votre banque se rémunère-t-elle sur votre dos? Aujourd'hui, on va parler des frais cachés dans les banques. On va parler de tout ce que vous pouvez optimiser dans votre banque, que ce soit crédit immobilier, assurance emprunteur, produits bancaires, carte bleue, etc. On va essayer de démystifier tout ça et vous allez voir qu'il y a plein d'optimisations à faire, plein de petites astuces qu'on va vous livrer aujourd'hui. Et je suis avec Omar pour en parler. Salut Omar. Salut Mathieu, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc Omar, il travaille chez S'Investir Conseil, donc il est gestionnaire de fortune chez S'Investir Conseil. Et surtout, tu as passé 8 ans à travailler en banque, donc de la banque de détail où tu étais conseiller en gestion de patrimoine, puis tu as gravi les échelons dans la banque privée jusqu'à gestionnaire de fortune. Donc c'est un milieu que tu connais très bien. Oui, on va en parler justement et je répondrai à tes questions avec plaisir. Il a plein d'anecdotes à nous livrer. Donc première optimisation, c'est les frais bancaires. Il faut savoir qu'un Français en moyenne paye 250 euros par an sur des frais de tenue de compte, des frais de carte bleue, etc. À voir qu'après, il y a d'autres optimisations où vraiment il y a même plusieurs milliers, parfois dizaines de milliers d'euros à aller chercher. Donc là, c'est la première grande catégorie, les frais carte bleue, les frais de tenue de compte. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a par exemple des banques en ligne qui permettent d'avoir des services très qualitatifs avec 0 euros de frais. Déjà, c'est une première fuite d'eau à boucher. Exactement. Il faut savoir que ça coûte rien et c'est des frais qu'on va pouvoir économiser assez facilement en changeant juste de banque par exemple. C'est quelque chose qui se fait de façon assez rapide et assez simple. Aujourd'hui, tout est automatisé. On peut faire des transferts assez simplement. Il faut comprendre aussi que la banque en ligne, aujourd'hui, on peut avoir une banque en ligne style Boursorama qui a une offre vraiment complète. Livret bancaire, livret A, LDDS, LEP, crédit immobilier, PEA, compte titre, assurance vie, il y a vraiment tout. Par exemple, Boursorama, ça va pas être la meilleure assurance vie, mais sur les autres plans, ils peuvent être hyper compétitifs. Et 250 euros par an aussi, il faut comprendre que c'est 250 euros qu'on va pouvoir utiliser pour faire autre chose. Par exemple, les placer. Et avec les intérêts composés, 250 euros tous les ans, investis à 5, 6, 7, 8% par an, bah, ça peut représenter quand même des sommes assez importantes sur la durée. En fait, le principal défaut qu'avaient les banques en ligne avant, tu as raison, c'était pas assez complet. On était très limité, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on peut tout faire avec une banque en ligne. Tu soulignes bien Remboursement, qui est une excellente banque, et on a vraiment toute l'offre complète qu'on peut retrouver dans une banque physique, dans le coin de la rue. Donc, on aura vraiment tous les mêmes services avec beaucoup moins de frais, voire zéro pour les services essentiels comme la carte. On peut aussi citer Fortuneo, par exemple, un concurrent qui est aussi très compétitif. Autre type de frais, du coup, Mathieu, les ajouts. Ça va peut-être parler à nos auditeurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire très simple, c'est que la banque va nous prêter finalement de l'argent. On n'a pas de découvert autorisé, donc on fait des paiements cartes où il y a des prélèvements qui passent sur le compte. On est à zéro sur le compte. La banque peut autoriser ces prélèvements ou ces paiements par carte. Mais attention, ça sera un prêt, un type de prêt finalement que la banque va nous accorder. C'est ça, donc on a zéro sur notre compte, on paye 100, donc on est à moins 100, ça passe sur du découvert, et là on a des frais qu'on appelle les AGO, sauf s'il y avait un découvert autorisé. Alors, en moyenne, sur le marché, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais je pense qu'on est entre 14 et 16 sur les agios, donc il y a un taux débiteur énorme comparé à un crédit à la consommation. Je pense que toutes les banques aujourd'hui, appliquent à peu près les mêmes frais, mais voilà, ce type de frais vraiment à éviter. Petite astuce, peut-être négocier le découvert autorisé. Exemple très simple, si vous avez un découvert autorisé de 1 000 euros, tant que vous restez entre 0 et moins 1 000, les agios ne se déclenchent pas normalement. Si vous dépassez les moins 1 000, là, vous allez avoir des agios qui vont se déclencher. Donc pensez bien à optimiser votre découvert autorisé pour vous éviter ces fameux frais. Petite astuce, c'est faites attention à votre découvert et ouvrez vos comptes bancaires. Il y a beaucoup de gens qui font l'autruche, qui ne regardent pas où ils en sont au niveau du compte courant. Ouvrez votre compte et voilà, essayez de combler les fuites d'eau. Alors ça, c'est les frais variables entre parenthèses, parce que le taux d'intérêt le taux débiteur va varier, mais attention, il y a aussi des frais fixes. Tout
prélèvement qui va être rejeté par votre banque va vous engendrer des frais, fixes de type 15 € pour un prélèvement qui a été rejeté. Frais d'incident. Frais d'incident, effectivement. C'est ça, donc ça peut aussi coûter très cher. À chaque incident, 15 €, 15 €, 15 €. Ça se cumule donc par prélèvement rejeté, vous allez avoir des frais d'incident plus le taux débiteur qui va commencer lui aussi à courir. Voilà, donc à la fin de l'année, on peut se retrouver avec, des frais, 250, on a dit c'est la moyenne, mais ça peut, finalement se compter en plusieurs centaines d'euros par an et ça fait quand même très mal. Deuxième optimisation du coup à aller chercher, c'est l'argent qui est laissé sur le compte courant. Alors pour le coup, c'est pas vraiment des frais, mais c'est évidemment une optimisation à aller chercher. C'est que, évidemment, l'argent qui est sur le compte courant ne vous rapporte rien. Mais attention, dans le même temps, il rapporte de l'argent à la banque. C'est ça, tout à fait, donc il faut comprendre que quand on a de l'argent à la banque, déjà, c'est plus notre argent, c'est l'argent, de la banque qui a une dette envers nous. Donc Exactement. ça, il faut que les gens comprennent bien que l'argent ne nous appartient plus. Et l'argent, donc la banque va utiliser cet argent pour générer des intérêts un petit peu sur notre dos. C'est pas des frais, effectivement, mais c'est un manque à gagner qui peut être énorme. Je pense aussi aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise qui nous écoutent. Parfois, on a déjà, d'ailleurs des clients qui viennent, chez nous et qui ont, sur leur compte courant d'entreprise, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros et c'est énorme et ça fait le business d'ailleurs des banques, qui gèrent des chefs d'entreprise parce que l'argent donc qui ne travaille pas sur votre compte courant va générer des intérêts pour la banque qui peut, par exemple, à minima, placer ça sur, son compte auprès de la banque centrale et la banque centrale qui va rémunérer, alors ça dépend du contexte, des taux directeurs actuels, mais on va dire, aujourd'hui, c'est autour de 2-2,5 d'intérêts par an que la banque donc va gagner sur notre dos puisque c'est notre argent, mais qu'elle ne va absolument pas reverser au client et qu'elle va garder pour elle. Donc ça, c'est très important de bien comprendre que l'argent que vous laissez sur un compte courant, il faut laisser en fait l'argent pour les dépenses courantes. Donc pour les dépenses de un mois, 2 mois max, on va dire. Tout le reste doit être placé, doit être optimisé. Alors, il y a aussi l'épargne de précaution, peut-être sur des livrets A, LDDS, etc. Mais par contre, laisser 10 000 €, 20 000 €, qui ne travaille pas, qui n'est pas non plus de l'épargne de précaution parce qu'on l'a déjà par ailleurs, eh bien, ça, c'est un manque à gagner qui peut être énorme sur la durée. De l'argent finalement qui dort, c'est de l'argent qui meurt concrètement. Donc, c'est vrai qu'investir, on entend souvent cette phrase-là, investir comporte des risques, mais gardez bien en tête que ne pas investir comporte aussi des risques et des risques à coup sûr sur du long terme de perdre de l'argent. Je rajouterais aussi l'inflation. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais l'inflation, vous laissez de l'argent dormir sur votre compte courant qui vous rapporte zéro concrètement. Donc, dans le même temps, la hausse des prix est réelle, hein. On a bien un phénomène d'inflation donc dans quelques années, ce que vous avez sur votre compte courant, vous allez pouvoir acheter moins de choses avec. C'est ça, on rappelle, petit chiffre, inflation historique sur les 60 dernières années en France, 4,01 par an. À ce rythme-là, si vous placez 10 000 €, enfin, c'est pas placé du coup, si vous laissez dormir, laissez mourir finalement 10 000 € sur un compte courant, au bout de 18 ans, vous perdez la moitié de votre pouvoir d'achat. Et parfois, c'est d'ailleurs des parents qui, se disent, «Bah, je viens d'avoir un enfant, je mets de l'argent, je mets 10 000 € pour mon enfant, il aura 10 000 € à ses 18 ans». Non, net de pouvoir d'achat, il aura 5 000 €. Une perte sèche de 5 000 €, de pouvoir d'achat. Donc ça à bien comprendre et à bien, saisir à l'esprit parce que, visuellement, on aura toujours 10 000 €. Pourtant, en termes de pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat aura été divisé par 2 en 18 ans. Troisième optimisation à faire, troisième type de frais, l'assurance emprunteur. Donc lorsque vous contractez un crédit immobilier, typiquement, eh bien, vous allez payer les intérêts du crédit, vous allez devoir rembourser le capital et cetera et à l'intérieur, vous allez avoir aussi l'assurance emprunteur. Ça peut coûter quand même relativement cher si vous la gardez auprès de votre banque. Donc comment ça se passe? La banque vous propose un crédit IMO, elle vous, package le tout avec son assurance emprunteur évidemment et eh bien, en fonction des profils et la plupart du temps, eh bien, vous allez surpayer cette assurance emprunteur. C'est une partie, en fait, de la rémunération de la banque. Et c'est avec, l'assurance emprunteur notamment qu'elle va faire un profit sur ce crédit et surtout si vous êtes, jeune, en bonne santé, par exemple, non-fumeur et cetera, il y a aucune raison de, payer aussi cher parfois les assurances emprunteurs. Et donc ce qu'il est possible de faire, depuis la loi Lemoine en 2022, c'est qu'on peut déléguer son assurance emprunteur auprès d'une autre compagnie d'assurance. Et ce qui va se passer, donc, c'est que tout simplement, vous allez voir un courtier en délégation d'assurance à n'importe quel moment de votre prêt immobilier.
et le courtier va tout faire pour vous proposer une assurance emprunteur qui doit obligatoirement avoir à minima les mêmes garanties que votre assurance emprunteur initiale et moins cher. Sans surcoût donc pour vous, puisque le courtier va s'occuper de tout et donc ça, c'est quelque chose qu'on pratique, par exemple, chez Sinvestir Conseil. On a parfois des clients qui viennent nous voir et qui ont un crédit immobilier. On se rend compte que l'assurance emprunteur, ils la payent relativement, très cher. Eh bien, on va, mandater un courtier qui va faire cette optimisation-là et trouver une assurance emprunteur moins chère, avec à minima les mêmes garanties et ça peut se chiffrer à, plus de 1 000, 2 000, 3 000, parfois 10 000, jusqu'à 20-25 000 € parfois d'économie sur la durée du prêt. Donc c'est vraiment une optimisation à aller chercher. C'est effectivement, l'optimisation peut-être la plus simple à mettre en place. Comme tu le dis, il y a rien à perdre. On est obligé d'avoir au minimum les mêmes garanties, donc des fois ça peut même être, on peut même avoir de meilleures garanties et on est, quasi sûr de faire des économies. De toute façon, le courtier va faire son travail. S'il y a des économies à aller chercher, il va nous proposer les offres. S'il y en a pas, mais on est plutôt, serein là-dessus. Quand on a une assurance emprunteur, qui provient de la banque, à coup sûr, on peut faire des économies là-dessus. Je rebondis juste sur un truc, il y a peut-être une chose à perdre, finalement quand même, c'est la confiance envers le banquier. Si par exemple on est un investisseur immobilier et on souhaite faire plusieurs opérations avec la même banque, parce que, voilà, on a acheté un bien, mais on va acheter un autre bien, on est marchand de biens, enfin je ne sais pas ce qu'on est, mais peu importe. En tout cas, si on est un multi-investisseur, évidemment que la banque, une fois qu'on est passé chez un concurrent pour l'assurance emprunteur, va pas trop aimer nous refaire un crédit ensuite. Donc ça, c'est ce qu'on peut perdre. Maintenant, si on est juste là pour acheter sa résidence principale, bon, c'est le jeu, hein, de faire jouer la concurrence et quand même de payer le moins cher possible, son assurance emprunteur. Pour rappel, l'assurance emprunteur est obligatoire sur des prêts immobiliers. Donc dans tous les cas, on devra en avoir une. Par contre, ce qui n'est pas obligatoire, c'est de souscrire à l'assurance emprunteur de la banque qui nous finance, Ou d'y rester, si on y a souscrit. ou d'y rester. Alors ça, c'est dans la théorie. Dans les faits, essayer de faire un emprunt immobilier sans passer par l'assurance emprunteur de la banque, vous n'y arriverez pas. Aucun banquier ne va vous accorder le crédit si vous refusez de prendre son assurance emprunteur. C'est, pour le coup, vraiment une position, enfin, c'est plutôt du chantage à ce moment-là. On vous impose de prendre, une assurance emprunteur qui coûte beaucoup plus cher que la moyenne du marché. Des fois, ça va même plus loin. On va même vous imposer des produits bancaires. Ou souscrire une assurance vie, souscrire des assurances pour vos enfants, pour votre famille et cetera. Donc des fois, ça peut aller, à ce stade-là, donc et prendre l'assurance emprunteur et dans le même temps souscrire à une panoplie de produits. C'est ça, une panoplie de produits avec des frais qui vont, rémunérer la banque évidemment, qui vont générer un surcoût finalement pour le client. Donc là, l'idée c'est, voilà, OK pour prendre l'assurance emprunteur de la banque, mais en fait, on sait que grâce à la loi Lemoine, on pourra la renégocier, la déléguer plus tard. Quatrième point de vigilance pour le coup, Mathieu, c'est, ce qu'on appelle le crédit renouvelable. Je ne sais pas si nos auditeurs connaissent un petit peu ce que c'est. Très souvent, ça va être, adossé à votre carte, bancaire. Vous allez avoir votre carte bancaire. Très souvent en France, on a quand même des cartes de crédit, mais attention, votre conseiller va vous proposer de plus en plus, en tout cas, c'était une pratique assez répandue que je voyais tout le temps. Donc il va vous proposer une facilité de paiement ou un crédit renouvelable tout simplement. L'outil facilite, ça même, pour le banquier, c'est-à-dire que l'outil va octroyer au client, selon la tenue du compte, les revenus et les charges et cetera, il va prévalider une certaine somme d'argent sans aucun justificatif de demande. Je te donne un exemple. Il y a monsieur X qui vient me voir. Directement, l'outil va me dire, tu peux accorder un crédit renouvelable de 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 € sans justificatif. Donc une démarche administrative très simple, aussi simple qu'un renouvellement de carte bancaire finalement. Et donc le client se retrouve avec, cette facilité de paiement ou ce crédit adossé à sa carte. Alors attention, on parle de crédit. Donc évidemment, il y a un taux débitaire en face. C'est des taux débiteurs qui sont très similaires aux agios dont on parlait tout à l'heure. Donc on est entre 15, 16, 17 de taux débiteur. C'est énorme. C'est énorme et ça va même encore un peu plus loin. Il faut faire attention à comment on utilise la carte. À chaque paiement ou chaque retrait, la carte va nous demander est-ce que vous voulez faire votre retrait, votre achat en débit, donc utiliser le solde que vous avez, ou alors utiliser la réserve qui vous a été accordée. Donc à chaque fois, il faut faire le choix, donc il ne faut pas se tromper. Et OK. si effectivement on déclenche l'offre au crédit renouvelable, on va devoir rembourser. Alors par défaut, ce qui est mis en place, c'est de rembourser vraiment le minimum possible. Donc par défaut, je sais pas, je te donne un exemple, tu prends 1 000 €, l'outil par défaut, il va te permettre de rembourser le minimum possible, peut-être 10, 15 ou 20 € par mois.
Donc évidemment, Pour plus la garder le durée. le crédit le plus longtemps et avoir le plus d'intérêt à payer. Exactement, le taux débiteur, je le rappelle, c'est un taux débiteur par an. Donc évidemment, plus la durée du prêt est longue, plus le client paiera de frais. Et donc tout est fait pour faciliter, l'accès à ce crédit renouvelable et pour maximiser les frais que va recevoir la banque. Alors que si ça se trouve, le client en fait avait de l'argent sur son compte courant, donc pouvait payer très bien avec son solde. Il a juste mal, choisi, la bonne option et donc il est passé sur le crédit renouvelable et il va payer des intérêts énormes sur cette dépense, qu'il aurait, pu complètement éviter. Donc attention au crédit renouvelable et ça, est-ce que c'est par défaut en général chez les banques? Est-ce que c'est une pratique, de plus en plus commercialisée? Oui, j'en ai vu, beaucoup. Des fois même, ça va encore un peu plus loin. Tu sais, sur les cartes bancaires, tu as des assurances qui sont par défaut. Certaines banques, certaines enseignes, tu n'as pas les assurances cartes bancaires sur les cartes de débit, donc les cartes qu'on a tous, mais ils réservent ces assurances-là, donc annulation et cetera, sont réservées uniquement aux cartes de crédit. Donc tu es obligé de souscrire à un crédit renouvelable via ta carte bancaire pour pouvoir utiliser cette assurance-là liée à la carte Visa ou Mastercard. 5e optimisation maintenant, 5e type de frais, on va dire, c'est les frais de placement. Alors ça, c'est quelque chose que, lorsque les gens ne sont pas encore au courant de ces frais, je pense qu'ils tombent de très haut. On a parfois des clients qui viennent nous voir et qui nous disent, «J'ai une assurance vie, chez ma banque, ça fait 10 ans et j'ai quasiment rien gagné. Parfois même, j'ai perdu de l'argent. Comment ça se fait?» C'est que l'investissement n'est pas rentable, ça sert à rien d'investir. Pourquoi c'est pas rentable? Il faut comprendre que dans les assurances vie traditionnelles que le banquier va nous proposer, on a un millefeuille de frais. Déjà, tu, places, imaginons, 10 000 €, tu vas payer juste 5 de frais sur versement. Donc 5 de 10 000 €, ça fait 500 € qui partent directement dans les poches du banquier, de l'assureur, peu importe. Donc c'est 500 € déjà qui ne vont pas travailler et tu pars déjà avec, un retard finalement, et tu as 500 € déjà à rattraper. Donc ça, c'est frais sur versement. Frais sur versement, sachant que les meilleures assurances vie aujourd'hui, c'est 0 de frais sur versement et on trouve ça, quasiment systématiquement, sur des assurances vie en ligne aujourd'hui, c'est 0 de frais sur versement. Donc première chose à faire très attention, les frais sur versement. Ensuite, ça va être les frais de l'assurance vie et là, je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir. On va avoir 2 grands types de frais. Les frais de gestion du contrat qui, dans les banques, traditionnelles peuvent être autour de 1 plus les frais de placement. Donc les frais de chaque unité de compte, donc les frais de chaque, fonds d'investissement qu'on a sélectionné ou que le banquier a sélectionné pour nous dans le contrat d'assurance vie. Et là, ça peut être autour de 2 on va dire, en moyenne. Donc si on ajoute les 2, déjà ça fait 3 de frais. Il faut savoir qu'à 3 de frais, si on investit sur 25 ans, 3 de frais, ça prend 50 des intérêts qu'on aurait pu générer. Donc on perd la moitié de ce qu'on aurait pu gagner, rien qu'avec 3 de frais de gestion par an. Donc ça, il faut vraiment bien comprendre ce mécanisme. On se dit 3 c'est insignifiant. Donc 3 en fait, ça représente 50 des gains et donc un manque à gagner qui est énorme. Et donc entre les frais de versement, les frais de gestion, j'ai pas parlé encore des frais d'arbitrage, par exemple, où, typiquement le conseiller va faire des mouvements à l'intérieur de votre assurance vie dans le simple but de récolter des frais de mouvement qu'on appelle en fait sur assurance vie des frais d'arbitrage et donc ils vont encore ponctionner une partie de votre épargne à chaque fois. Donc tout ça fait que effectivement il y a des gens qui, au bout de 5 ans, 10 ans, n'ont toujours pas gagné d'argent sur leur assurance vie à cause de ces frais, à cause aussi parfois du fait que, les placements qui sont conseillés ne sont pas les plus, adaptés. On rappelle qu'il y a 2 000 milliards d'euros sur les assurances vie en France et dans ces 2 000 milliards, 70 sont sur du fonds euro. Donc il y a 1 400 milliards d'euros sur des fonds euros. Fonds euros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est globalement un petit peu le livret A de l'assurance vie. C'est un placement à capital garanti qui va rémunérer 2, 3, 4 max par an, qui voilà, ne va pas aller chercher des perspectives de performance très élevées. Et donc, forcément, quand on a beaucoup de frais et des placements qui rémunèrent pas beaucoup, eh bien, in fine, on est quasiment, nul au bout de 5 ans ou au bout de 10 ans, voire on a perdu de l'argent quand on a en plus des frais de versement, des frais d'arbitrage. On parle souvent d'intérêts composés,
Et on oublie que les frais composés existent également. Et donc, quand on a un millefeuille de frais entre les frais d'entrée, les frais de sortie des fois, les frais d'arbitrage, les frais de gestion, et c'est pour cette raison-là que la banque va beaucoup raisonner en pourcentage, parce que tu as raison de le souligner. 2-3% pour nous, ça paraît insignifiant. On ne se rend pas forcément compte de ce que ça représente en euros. Alors, j'ai fait l'exercice il y a quelques jours avec un de mes clients pour un placement de 100 000 € sur un contrat d'assurance vie, donc pour pas nommer, le contrat. Il avait 100 000 € chez un concurrent et on a fait juste une simple projection, 100 000 € à 10 au bout de 30 ans. Donc si on réussit à faire du 10 bon, ce qui n'est pas gagné parce que autre problème des assurances vie, mais c'est pas le sujet, c'est que très souvent on va pas avoir d'ETF, on va avoir beaucoup de gestion active et donc évidemment pour faire 10 sans ETF, c'est très compliqué et voilà, donc 100 000 € à 10 sur ce contrat d'assurance vie qu'il détient aujourd'hui, au bout de 30 ans, il aura un capital d'à peu près 700 000 €. On fait la même chose, on prend les 100 000 €, on les met sur un contrat beaucoup plus adapté, sans frais d'entrée, de sortie, d'arbitrage, des frais de gestion maîtrisés. À 10 on arrive à 1,3 million à peu près. Donc il y a 600 000 € de différence entre les 2 contrats, expliqués uniquement par rapport aux frais. Parce que finalement, ce qui change dans la simulation, c'est uniquement les frais. On a le même capital de départ et on a le même rendement. Il avait combien du coup dans le contrat initial, il avait combien de frais de gestion par an? Alors cumulé, parce que moi je raisonne du coup en cumulé. Attention, effectivement, peut-être aux auditeurs, très souvent, le banquier va uniquement vous parler des frais de gestion, il va s'arrêter là. Il va vous dire: «Mon contrat, il y a 0,80, 0,90, 1 de frais de gestion». Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il va mettre des fonds actifs qui, eux, comme tu disais tout à l'heure, vont aussi prendre des frais de gestion à hauteur de 1,5-2. Donc en cumulé, ça nous faisait du 3 en termes de frais de gestion. Aujourd'hui, on peut, avec, notamment avec S'Investir Conseil, on a pu trouver un contrat avec 1 de frais de gestion, donc 3 fois moins pour le coup, 1%, 1% tout compris. 1 tout compris. Et donc ces 2 de frais supplémentaires, passer de 1 à 3 ça représente donc en euros à peu près 600 000 € de frais sur un horizon de 30 ans. On se retrouve finalement avec des contrats très, très chers et pour une contrepartie qui n'existe pas. On n'a pas de conseil derrière, on n'a pas un vrai suivi. C'est, voilà, la gestion souvent aussi déléguée, donc avec des produits génériques pour tout le monde. Donc il n'y a pas vraiment de Ouais, personnalisation, c'est industriel. c'est très industriel. C'est ça, donc le client en fait il payait 3 mais n'avait aucun vrai conseil derrière en plus, aucune contrepartie à ce manque à gagner donc de 600 à 700 000 € sur 30 ans. 6e axe d'amélioration, du coup, c'est les produits maison de la banque. On peut en parler, pendant très longtemps, mais attention, effectivement, les auditeurs doivent comprendre que, on l'a vu tout à l'heure avec déjà les premiers axes qu'on a évoqués, la banque a toujours un intérêt derrière. Elle va toujours, en priorité, sécuriser son intérêt à elle, plutôt que l'intérêt du client. Par défaut, tous les produits bancaires ou tous les produits maison qu'elle va vous proposer vont être axés par rapport à ses intérêts à elle. Oui d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on avait déjà dit, sur, l'épisode précédent qu'on avait fait ensemble. La banque est drivée par ce que tu m'as appris d'ailleurs, le PNB, donc c'est, produit, ça veut dire quoi? Produit net bancaire. Produit net bancaire, voilà. Très simplement, le chiffre d'affaires, voilà, que va dégager une banque par rapport à un produit, par rapport même à un client. Ils ont vraiment toute la data, ils savent que monsieur untel nous rapporte, X euros de PNP. Donc, C'est ça. vous êtes pricé entre parenthèses. Ah, il y a un chiffre, d'affaires derrière, le Exactement. numéro client et en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque, ce qui est quand même fou, ça me fait toujours halluciner, c'est que la banque enfin le conseiller bancaire, vend finalement pas des produits, bancaires, va vendre des produits bancaires certes, mais surtout et aussi des abonnements téléphoniques, des alarmes, de la domotique, du leasing voiture. C'est quand même assez incroyable de se dire que on est, en face de quelqu'un, et d'ailleurs, ça sera une question, ensuite parce qu'on a reçu quelques questions, d'abonnés. Quelles questions à poser à son banquier pour, bien évaluer son niveau? Mais c'est quand même incroyable des fois de se dire que le banquier qu'on a en face n'est pas un expert, financier et est juste, un vendeur, un commercial qui connaît par contre bien ses produits de leasing, d'alarme et de domotique, mais c'est pas, ce qu'on lui demande en fait. On nous a vendu, un univers, avec un conseiller pour nous apporter du conseil, mais tu as raison, c'est pas vrai. On a plutôt un commercial en face qui va servir, je refais le lien et qui va servir les intérêts de la banque. Et donc, par principe, tout ce qui va rapporter du chiffre d'affaires, tout ce qui est rentable, assurance, leasing, alarme, assurance vie, évidemment avec les frais de gestion derrière, va être commercialisé. A contrario, on peut même peut-être en parler, des ETF qui sont avec des frais de gestion de, je sais pas, 0,10, 0,15.
c'est pas assez rentable pour la banque. C'est pour cette raison-là que votre banquier ou la banque ne référence même pas, très souvent, ne référence même pas d'ETF parce Mmh. qu'ils n'ont pas assez de marge. Ils peuvent pas faire leur marge dessus. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas les ETF, il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne si ça vous intéresse. N'hésitez pas à les regarder. C'est un des placements les plus intéressants pour s'exposer à la bourse et au marché financier. On passe maintenant à quelques questions d'abonnés qu'on a reçues, puisqu'on avait déjà fait donc un épisode avec Omar qui avait vraiment plu. Et donc, on s'était dit on allait refaire un épisode là-dessus. Donc, on a reçu quelques questions. Alors, première question, quelle question poser à son banquier pour évaluer son niveau? Question très intéressante pour le coup. Une première question qui me vient en tête, c'est: qu'est-ce qu'un ETF? Très simple, très accessible. Alors attention, il y a malheureusement aujourd'hui beaucoup de banquiers qui ne savent pas ce que c'est qu'un ETF. Alors qu'aujourd'hui, c'est très populaire quand même et c'est un axe très important. Ouais, ça, c'est quand même fou de se dire que si le banquier il connaît même pas le produit ETF, c'est que déjà son niveau en finance est relativement faible, on va dire. Une autre question aussi à poser à son banquier, typiquement s'il nous vend une assurance vie, poser la question: quels sont les frais de l'assurance vie? Et s'il ne répond que sur les frais de gestion du contrat, on a vu tout à l'heure, hein, il y a 1000 feuilles de frais, donc il y a vraiment pas que ça comme frais. S'il ne répond que sur les frais de gestion, c'est qu'il n'est pas exhaustif et donc il vous cache des choses. Il vous cache les autres frais potentiels, enfin obligatoires même, hein, donc les frais de gestion, notamment donc des placements qu'il va choisir, des fonds, frais de versement éventuellement, frais d'arbitrage éventuellement, frais de sortie éventuellement. Donc voilà, regardez s'il est exhaustif sur les frais ou pas. Alors, il vous les cache, oui, c'est vrai, ou alors il ne les connaît pas, c'est vrai aussi, souvent, malheureusement. Donc soit il vous cache les frais, soit il ne les connaît pas. Troisième question qui pourrait être intéressante, demandez à votre banquier si il investit lui-même à titre personnel sur les produits qu'il vous propose. Bon. S'il est cohérent dans son discours, il devrait vous dire oui, donc alignement des intérêts. Bon, malheureusement, souvent, très très souvent, ça ne va pas être le cas. Après bon, si le banquier n'y connaît rien et il investit dessus, c'est pas forcément non plus C'est un pas gage de forcément de meilleur. qualité. Mais tu as raison de dire que c'est intéressant d'avoir quelqu'un en face qui a un alignement des intérêts, skin in the game comme on dit, et qui croit fermement à ce qu'il propose et qui du coup il investit lui-même aussi dessus. Et peut-être aussi d'autres questions finalement à poser à son banquier, c'est dès que le banquier propose un produit, ben voilà, être assez critique, enfin, en tout cas, avoir un esprit critique et essayer de décortiquer avec lui vraiment les tenants et les aboutissants de ce produit. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels sont les frais? Voilà, c'est des choses à poser et évidemment, si vous nous écoutez, c'est une très bonne chose de faire soi-même son éducation financière. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas ailleurs, il faut la faire soi-même, en ayant cette éducation financière, vous allez être d'ailleurs bien plus critique, bien plus regardant ensuite sur ce que va vous proposer votre banquier et vous ferez beaucoup moins avoir. Petite anecdote d'ailleurs, j'ai un ami qui travaillait en banque pour le coup, qui avait, reçu un client. Donc il lui avait proposé donc, des investissements type produits structurés. Il s'avère que le client en face, c'était quelqu'un qui travaillait également dans cette banque-là et même pire que ça, c'était la personne qui créait ou structurait les produits structurés. Donc c'est cette personne-là qui les mettait, sur le marché, qui les structurait. Elle a répondu à mon ami: «Votre produit structuré, non merci, c'est moi qui l'ai fait, donc je sais de quoi ils sont composés et je ne mettrai pas un euro dessus». Ah ouais, ça c'est incroyable. En fait, ça veut dire que ton ami, il était poussé à vendre ses produits structurés. Il a essayé de le vendre à la mauvaise personne finalement. Il est tombé sur la mauvaise personne, qui confirme un petit peu finalement notre discours. C'est que, il y a pas vraiment d'alignement d'intérêts. Si la personne qui produit ces fameux produits structurés est en accord avec le produit et connaît la solidité du produit, ce serait la première personne à investir dessus. Alors que là, c'était la dernière. C'est d'ailleurs, tu le sais, hein, l'une des nombreuses raisons qui ont fait que j'ai décidé de quitter la banque. Parce qu'il y a un vrai désalignement des intérêts entre les produits qu'on a à disposition, parce qu'il faut le rappeler, on n'a pas à disposition tous les produits du marché. On ne peut se contenter que des produits mis à disposition par la banque. Comme tu le sais, accès dans l'intérêt de la banque avec des frais, etc. Et donc, au bout d'un moment, ça marche plus. On a un désalignement des intérêts. J'avais comme souhait d'apporter du conseil et d'accompagner les personnes qui me font confiance et non pas de faire plaisir à la banque ou à la direction. Autre question, que regarder sur les unités de compte, donc les différents placements sélectionnés dans son assurance vie à la banque? Alors je dirais, de façon assez spontanée, éviter peut-être la gestion active. Je l'ai rappelé tout à l'heure, mais c'est ce qui coûte le plus cher
Faire de la gestion active, en moyenne, ça va nous coûter du 2. Juste de la gestion active. On ne parle même pas des frais associés à l'enveloppe de l'assurance vie, et Ouais, cetera. 2 par an. 2 par an juste pour la gestion active. Alors qu'on pourrait avoir, de meilleurs rendements et 10-15 fois moins cher. C'est ça. Un truc très simple d'ailleurs, c'est que, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller sur un site qui est très bien fait, qui s'appelle le site Quantalis. Vous tapez le nom de votre, fonds ou le code ISIN si vous le retrouvez et vous verrez un graphe qui est super bien fait, qui vous montre donc la performance, de votre fonds versus la performance de l'indice de référence qu'il essaye de battre. Autrement dit, la performance, que pourrait générer un simple ETF avec des frais très faibles. Et vous verrez que, la très grande majorité du temps, on va dire que le fond est en courbe orange, la courbe orange est bien en dessous de la courbe bleue qui représente cet indice et en fait, ça, c'est le manque à gagner, donc l'argent qui a disparu à cause notamment des frais, donc que vous venez donc de payer et donc de ralentir les intérêts composés dans le fonds et au-delà même des frais, on sait que, les gérants professionnels de ces fonds, même s'ils ont des frais même avant frais, ont du mal déjà à faire mieux qu'un simple ETF. Évidemment qu'après frais, ils ont encore plus de mal et on rappelle aussi qu'il y a une étude qui montre chaque année, l'étude Spiva, que plus de 90 de ces fonds que vous allez retrouver donc dans l'assurance vie, gérés par des professionnels et qui facturent des frais élevés, plus de 90 font moins bien sur le long terme que donc une stratégie, simplement avec des ETF. Donc ça, très important à regarder. Là, on a parlé des fonds, boursiers. Évidemment, regardez aussi les unités de compte. Alors il y a un truc aussi qui est assez, subtil et pernicieux, c'est tout ce qui est unités de compte qui ne sont pas pure player. Donc je m'explique. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec et c'est ce qu'on ne recommande jamais d'ailleurs, les OPCI. Donc OPCI, c'est quoi? C'est un fonds avec 60 d'immobilier et 40 de bourse. C'est un fonds donc qui va avoir des frais et c'est un fonds qui va investir dans d'autres fonds et donc on a des frais en cascade, en fait. Parce qu'on a des frais au niveau du fonds, sauf que comme il investit dans d'autres fonds, il y a des frais aussi intrinsèques à chaque, fonds dans le portefeuille de ce grand fonds OPCI et donc ça, ça fait une catastrophe à la fin, parce que, au global, on peut avoir des frais qui, sont à 2,5, 3,5 ça peut être énorme et surtout, on a une partie sur de l'immobilier, donc avec beaucoup de frais, qu'on pourrait très bien remplacer par de très bonnes SCPI, donc de la pierre papier, avec des très belles SCPI aujourd'hui qui existent, parfois même sans frais de souscription et on a une partie bourse qui rend le fonds liquide et comme ça qui permet de pouvoir sortir assez rapidement. Mais cette partie bourse, elle est donc avec des fonds actifs comme on vient de le dire, avec 2 de frais en plus dedans, qu'on pourrait très bien aussi remplacer par des ETF. Donc attention aussi à des fois ces fonds qui font une cascade de frais et là si vous faites, tout en cumulé, vous n'êtes plus à 3 de frais par an de gestion, vous êtes peut-être à 4,5, ça peut être énorme. Voilà, donc on a vu 6 axes d'amélioration. On a vu vraiment les principaux et grâce à ça, vous allez vraiment aller pouvoir chercher, l'essentiel et arrêter un petit peu parfois l'hémorragie au niveau des frais et au niveau de vos placements qui ne rapportent rien. Soyez curieux, soyez critiques, comprenez vraiment dans quoi vous placez votre argent, éduquez-vous financièrement. Voilà, c'est très important, ça devient un sujet essentiel, primordial devant l'inflation, devant le problème des retraites et cetera. C'est primordial aujourd'hui. Merci beaucoup Mathieu pour l'invitation et je prends 2 minutes pour remercier aussi les auditeurs, surtout par rapport à leur premier retour, donc sur la première vidéo. Merci beaucoup. Il y a eu, beaucoup de personnes qui nous ont fait confiance, qui nous ont sollicité, qui ont sollicité S'Investir Conseil. Pour information, S'Investir Conseil, c'est un cabinet de gestion de patrimoine. On a un accompagnement personnalisé à 360 degrés, donc on va vous accompagner sur les placements. Attention, quand on parle de gestion de patrimoine, il n'y a pas que l'allocation d'actifs ou le portefeuille qui est important. Il y a aussi d'autres volets beaucoup plus importants comme la transmission, la protection de la famille, du conjoint, des enfants, la protection des entreprises si on a des entreprises, si on est chef d'entreprise. Donc si vous voulez être accompagné par nous, par S'Investir Conseil, on vous met un petit lien dans la description. Vous pouvez cliquer et réserver votre consultation découverte. Merci beaucoup Omar. Merci Mathieu.